J'ai reçu ce témoignage d'une auditrice nommée Patricia, qui vit dans un village côtier du Mexique. Si vous avez déjà eu une rencontre avec quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, j'aimerais que vous me le racontiez dans les commentaires. Les histoires que vous partagez sont le cœur de cette chaîne. Ce que Patricia a vécu s'est produit il y a 10 ans, lorsqu'elle a hérité de la maison de sa grand-mère maternelle. Elle pensait qu'elle recevrait une propriété ancienne avec de bons souvenirs, mais ce qu'elle a trouvé là-bas l'a amenée à remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille. C'est une histoire sur des secrets hérités, sur des objets qui ne devraient pas bouger seuls, et sur une présence qui n'est jamais vraiment partie. Je n'aurais jamais imaginé que hériter de la maison de ma grand-mère changerait ma vie de la manière dont cela l'a fait. Quand elle est morte, j'avais 25 ans et je venais de terminer ma carrière en tant qu'enseignante. Je vivais en ville, dans un petit appartement que je partageais avec une amie, et l'idée d'avoir une maison à moi, même si c'était dans le village, semblait être une bénédiction. Ma grand-mère Esperanza avait vécu seule pendant les 20 dernières années de sa vie depuis la mort de mon grand-père. C'était une femme silencieuse, de peu de mots, mais toujours aimable. Je lui rendais visite chaque été quand j'étais enfant, et je me souvenais de sa maison comme d'un endroit tranquille, rempli de plantes et de l'odeur de l'encens qu'elle brûlait constamment. Cela ne me semblait jamais étrange à l'époque. C'était juste une partie de qui elle était. La maison était à la périphérie du village, une construction en adobe et en tuiles rouges que mon arrière-grand-père avait érigée dans les années 30. Elle avait une grande cour avec un vieux puits qui ne fonctionnait plus, un jardin négligé et 3 pièces principales. Quand je suis arrivé pour faire l'inventaire des biens, ma cousine Lucia m'a accompagné, elle qui avait aussi passé des étés là-bas étant enfant. C'était un samedi d'octobre. Je me souviens qu'il faisait chaud malgré que nous étions déjà en automne. Le village était calme, presque désert. Nous avons ouvert la porte principale avec la clé que l'avocat m'avait donnée, et nous sommes entrés. L'odeur fut la première chose qui m'a frappé. Ce n'était pas désagréable, mais c'était intense. Un mélange d'herbes sèches, de cire de bougie, et cet encens que ma grand-mère brûlait toujours. Tout était exactement comme je m'en souvenais. Les meubles anciens, les photographies sur les murs, les rideaux en dentelle qui filtraient la lumière du soleil. « Ça fait bizarre d'être ici sans elle », dit Lucia à voix basse. J'acquiesçai. Il y avait quelque chose dans le silence de la maison qui semblait trop dense, comme si l'air lui-même attendait quelque chose. Nous avons commencé par le salon. Il y avait des boîtes à remplir, des choses à trier. La plupart étaient des objets courants, des livres, des assiettes, des vêtements usés. Mais dans une vieille armoire, nous avons trouvé quelque chose qui m'a fait m'arrêter. C'était une boîte en bois sculptée, de la taille d'une boîte à chaussures, avec des symboles gravés que je ne reconnaissais pas. Elle était fermée par un petit cadenas en bronze. Je l'ai sortie avec précaution et l'ai posée sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Lucia en s'approchant. « Je ne sais pas, je ne l'avais jamais vue. J'ai cherché parmi les affaires de ma grand-mère jusqu'à ce que je trouve un porte-clés avec plusieurs vieilles clés. L'une d'elles, la plus petite, s'est glissée dans le cadenas. Je l'ai ouvert avec un léger clic. À l'intérieur, il y avait des objets étranges. De petites pochettes en tissu attachées avec un fil rouge, chacune étiquetée avec des noms écrits à la main. J'ai reconnu certains. Ce étaient des noms de gens du village, certains de membres de la famille. Il y avait des bougies noires et rouges, jamais utilisées. De vieilles photographies avec des épingles enfoncées dedans. Un carnet avec des pages jaunies remplies d'une écriture serrée à l'encre noire. Lucia a reculé d'un pas. « Patricia, c'est de la sorcellerie. » Je sentis un frisson parcourir ma colonne. Je pris le carnet et l'ouvris. Les pages contenaient des recettes, mais pas de cuisine. C'étaient des instructions pour des rituels, des sorts, des conjurations. Certaines pour la protection, d'autres pour la guérison. Mais il y en avait d'autres. D'autres étaient pour causer du tort, pour rendre malade, pour éloigner, pour lier. Ma grand-mère Elle ne faisait pas ces choses, dis-je, bien que ma voix sonnait incertaine. « Es-tu sûr ?»« Parce que ça, » Lucia désigna les sachets. « Ça ne vient pas de quelqu'un qui jouait juste avec des herbes médicinales. » Je feuilletais les pages du carnet de plus en plus perturbé. Il y avait des diagrammes d'autels, des instructions sur les phases lunaires, des listes d'ingrédients qui comprenaient des choses que je préférais ne pas identifier. Et à la fin, il y avait une section qui me glaça le sang. Elle était datée d'à peine 1 an avant la mort de ma grand-mère. Le titre disait « Protection contre ce que j'ai libéré ». Les instructions étaient spécifiques et terrifiantes.
Elle parlait d'une entité qui avait été invoquée des décennies auparavant, quelque chose que ma grand-mère avait appelé pour un but qu'elle ne précisait pas, mais qu'elle n'avait jamais pu renvoyer à sa place. Elle disait qu'elle avait réussi à la contenir dans la maison grâce à des barrières de sel, des herbes spécifiques qui devaient être renouvelées à chaque nouvelle lune et des bougies qui devaient rester allumées à certains endroits. Si les protections échouent, lisait-elle à voix haute, elle viendra pour moi. Et ensuite, pour mon sang. Lucia me prit le carnet. Nous devons sortir d'ici, maintenant. Mais j'étais paralysé, regardant les petits sachets. J'en ai pris un avec mon nom. Patricia Morales. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une mèche de mes cheveux d'enfant, une dent de lait et des herbes sèches. Elle me protégeait, ai-je chuchoté. Tous ces petits sachets, ce sont des protections. À ce moment-là, nous avons entendu un bruit venant de l'une des pièces au fond. C'était comme quelque chose de lourd traînant sur le sol. Nous sommes restés complètement immobiles. « Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la maison ?» demanda Lucia. « Il ne devrait pas y en avoir. » Le bruit se répéta, plus fort, puis le silence. Contre tout instinct de survie, je me suis dirigé vers la pièce d'où provenait le bruit. C'était la chambre que ma grand-mère utilisait pour prier. Un petit espace que je me souvenais rempli de saints et d'images religieuses. Lucia m'a suivi, bien que je pouvais entendre sa respiration accélérée derrière moi. J'ai ouvert la porte lentement. La pièce était exactement comme je me la rappelais, sauf pour un détail. Toutes les bougies que ma grand-mère gardait allumées étaient éteintes. Et sur le sol, formant un cercle parfait autour d'un petit autel, il y avait du sel répandu. Mais la ligne de sel était rompue à un endroit, comme si quelque chose l'avait traversée. « Putain !» murmura Lucia. Sur l'autel, il y avait une photographie que je n'avais jamais vue auparavant. C'était celle de ma grand-mère quand elle était jeune, peut-être âgée de 25 ans, l'âge que j'avais maintenant. Elle se tenait aux côtés d'une autre femme que je ne reconnaissais pas. Toutes deux regardèrent l'appareil photo avec des expressions sérieuses. Derrière elle, on voyait cette même pièce, mais différente, plus vide. J'ai pris la photo. Au verso, avec l'écriture de ma grand-mère, il était écrit « Juliana et moi, le jour du pacte, 1952 ». « Qui est Juliana ?» demanda Lucia. « Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu ce nom dans la famille. » Soudain, la température de la pièce a chuté drastiquement. Je pouvais voir ma respiration se condenser dans l'air. Les rideaux ont commencé à bouger bien qu'il n'y ait pas de vent. Et puis, nous avons entendu une voix. Elle était douce, presque un murmure, mais clairement féminine. Elle venait de partout et de nulle part à la fois. « Espérance, tu as promis. » Lucia m'a agrippé le bras avec force. « Nous y allons, maintenant. » Mais je regardais le vieux miroir qui pendait au mur de la chambre. Dans son reflet, je pouvais voir quelque chose qui n'était pas vraiment là. Une silhouette de femme, debout juste derrière nous. Elle avait de longs cheveux noirs, portait des vêtements anciens, et son visage était décomposé, comme si elle était morte depuis longtemps. Je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait personne derrière nous. J'ai regardé à nouveau dans le miroir. La silhouette était toujours là, et maintenant elle nous regardait directement. « Tu as son sang », a dit la voix, et cette fois j'ai su qu'elle venait de la silhouette dans le miroir. « Tu peux payer sa dette. » Nous sommes sortis en courant de la chambre. Lucia a trébuché sur quelque chose et est tombée, et quand je me suis penché pour l'aider, j'ai vu qu'elle avait trébuché sur une ligne de sel qui traversait le seuil de la porte. C'était l'une des barrières protectrices de ma grand-mère. En la franchissant, nous avions brisé le seau. Nous avons réussi à sortir de la maison et avons couru jusqu'à la voiture. Lucia a démarré avec des mains tremblantes et n'a pas arrêté jusqu'à ce que nous soyons de retour au village, devant l'église. « Je n'y retourne pas », a-t-elle dit avec fermeté. « Et toi non plus, tu ne devrais pas. » Mais je savais que je ne pouvais pas simplement ignorer ce qui s'était passé. Cette nuit-là, à l'hôtel du village, je n'ai pas pu dormir. Je pensais encore au carnet, à la photographie, à cette femme dans le miroir. Qui était Juliana ? Quel pacte ma grand-mère avait-elle fait ? Le lendemain, je suis allé à l'église chercher des réponses. Le père Thomas avait connu ma grand-mère pendant des années. Quand je lui ai raconté ce que j'avais trouvé, son expression est devenue grave. « Ta grand-mère est venue se confesser à moi de nombreuses fois, me dit-il. Mais il y avait des choses qu'elle n'a jamais pu me dire complètement.
Elle parlait toujours d'une erreur de jeunesse, de quelque chose qu'elle avait fait avec sa meilleure amie et qui avait mal tourné. Juliana? Il hocha lentement la tête. Juliana Cervantes. Elle est morte en 1952, dans des circonstances mystérieuses. On a retrouvé son corps dans le puits de la maison de ta grand-mère. Officiellement, c'était un accident, mais il y avait des rumeurs. Certains disaient que ta grand-mère et elle avaient essayé de faire un rituel, quelque chose pour obtenir ce qu'elle voulait dans la vie. Amour, argent, pouvoir, les choses que les jeunes et désespérés désirent souvent. Et que s'est-il passé? Je ne le sais pas avec certitude, mais Juliana est morte cette nuit-là. Ta grand-mère n'a jamais été la même. Elle est devenue religieuse de manière obsessionnelle. Elle a rempli sa maison de protection. Et elle ne s'est jamais approchée du puits. Le puits. Je me souvenais l'avoir vu dans la cour, couvert d'un lourd couvercle en bois. Enfant, on m'avait dit de ne jamais m'en approcher, que c'était dangereux. Père, pensez-vous que Juliana est toujours là? Je ne sais pas, ma fille. Mais je sais que ta grand-mère a vécu dans la peur pendant 50 ans. Et si tu as brisé les protections qu'elle avait mises? Il s'arrêta, choisissant ses mots avec soin. Tu devrais envisager de vendre cette maison. Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser en paix. Mais je ne pouvais pas la vendre sans d'abord comprendre ce qui s'était réellement passé. Cet après-midi-là, je suis retourné à la maison, seul. J'ai emporté avec moi de l'eau bénite que le père Thomas m'avait donnée, du sel neuf et le carnet de ma grand-mère. La maison semblait différente en pleine lumière du jour, moins menaçante, mais l'air restait tendu. Je suis allé directement à la salle de prière et j'ai reconstruit la ligne de sel que nous avions brisée. Selon le carnet, je devais aussi allumer des bougies spécifiques à certains endroits de la maison. Pendant que je travaillais, j'ai trouvé plus de preuves des rituels de ma grand-mère. Il y avait des sachets de protection cachés dans les cadres des portes, des symboles dessinés derrière les tableaux, des herbes accrochées à des endroits stratégiques. Toute la maison était essentiellement un grand sceau protecteur. Lorsque la nuit est tombée, j'avais reconstruit la plupart des barrières selon les instructions du carnet. Je me suis assise dans le salon, épuisé, me demandant si je faisais ce qu'il fallait ou si je devenais simplement aussi paranoïaque que ma grand-mère. À minuit, je l'ai entendu à nouveau. Tu ne peux pas me tenir à l'écart pour toujours. La voix venait de la cour. Je me suis penché par la fenêtre et j'ai vu une silhouette debout près du puits. C'était la même femme que dans le miroir, mais maintenant je pouvais la voir plus clairement. Sa robe était trempée comme si elle venait de sortir de l'eau. Sa peau avait une teinte grisâtre. Et ses yeux me regardaient avec un mélange de douleur et de colère. « Que veux-tu » ai-je crié à travers le verre. « Ce qu'on m'a promis. Espérance m'a appelé. Nous avons fait le pacte ensemble. Elle a obtenu tout ce qu'elle a demandé. Une longue vie, une famille, la prospérité. Moi, je n'ai obtenu que la mort. Ce n'était pas de ma faute. Je n'étais pas là. Mais tu portes son sang. La dette te revient. Je sentais la panique monter dans ma gorge. Quelle dette? Que suis-je censé te donner? La silhouette s'est approchée de la fenêtre. Je pouvais maintenant voir les détails grotesques de son visage décomposé, l'eau qui gouttait constamment de ses cheveux. Un échange, une vie pour une vie. Elle a promis que lorsque le moment viendrait, quelqu'un de son sang prendrait ma place. Je descendrai dans le puits, et je serai libre. Tu es folle? Je ne vais pas. Alors je continuerai d'attendre. Chaque nuit, je serai ici. Chaque nuit, je m'approcherai un peu plus. Les protections s'affaibliront, et quand elles échoueront enfin, elle a souri, montrant des dents noircies. Je prendrai ce qu'on me doit, que tu le veuilles ou non. Elle a disparu. Elle s'est simplement évaporée comme de la fumée. J'ai passé le reste de la nuit éveillé, feuilletant le carnet frénétiquement. Il devait y avoir un moyen de rompre le pacte sans avoir à me sacrifier. J'ai trouvé une entrée écrite par ma grand-mère des années auparavant. J'ai tout essayé pour la libérer. Mais le rituel que nous avons fait était trop puissant. Nous avons appelé quelque chose de plus grand que nous, et nous lui avons promis des choses que nous ne comprenions pas. Juliana a payé le prix de notre ignorance. Maintenant, je peux seulement la contenir et prier pour que, quand je mourrai, cela se termine avec elle. Que Dieu pardonne ma lâcheté. Mais je n'avais pas fini. Maintenant, c'était à mon tour de faire face aux conséquences. Au cours des jours suivants, j'ai consulté des guérisseurs, des personnes qui connaissaient les anciennes pratiques. Tous m'ont dit la même chose. Les pactes faits avec le sang sont presque impossibles à rompre sans compléter l'échange promis.
Mais une vieille du village, Doña Socorro, m'a offert une possibilité. Il y a un moyen, m'a-t-elle dit, mais c'est dangereux. Tu dois aller au puits à minuit de la nouvelle lune. Apporte une offrande qui représente ce que ta grand-mère a reçu, quelque chose de valeur pour ta famille. Et tu dois parler directement à Juliana, lui demander pardon sincèrement, lui offrir quelque chose en échange de sa libération. Quel genre de quelque chose? C'est à toi de le décider, mais cela doit être un véritable sacrifice, quelque chose qui te coûte. La nouvelle lune était dans 3 jours. J'ai passé ce temps à réfléchir à ce que je pouvais offrir. J'ai examiné toutes les possessions de ma grand-mère, cherchant quelque chose qui avait une véritable valeur pour elle. Finalement, j'ai trouvé quelque chose dans sa chambre. Une bague de mariage qui avait appartenu à mon arrière-grand-mère, la mère de ma grand-mère. C'était un bijou ancien, en or avec un petit diamant. Selon une lettre que j'ai trouvée, ma grand-mère l'avait estimé au-dessus de toutes ses possessions. J'ai aussi décidé d'offrir quelque chose qui m'appartenait, mon droit sur la maison. Si Juliana acceptait, je renoncerais à l'héritage et la propriété serait vendue. Les fonds iraient à l'église pour des messes en mémoire de Juliana. La nuit de la nouvelle lune est arrivée. Le ciel était complètement sombre, sans étoiles. J'ai marché vers le puits avec la bague dans une main et une bougie dans l'autre. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'ai retiré le couvercle du puits. L'odeur qui s'en échappa était nauséabonde. Eau stagnante, décomposition, mort. L'obscurité à l'intérieur était absolue. Je laissai tomber la bougie et pendant un instant, elle éclaira les murs en pierre couverts de mousse et de moisissures, avant de tomber dans l'eau lointaine avec un sifflement. Juliana, appelai-je d'une voix tremblante. Je suis ici. Je veux faire la paix. Le silence fut ma seule réponse au début. Puis, j'entendis quelque chose bouger au fond du puits. Un éclaboussement. Quelque chose qui montait. Parle, dit sa voix, résonnant dans le puits. Ma grand-mère a commis une terrible erreur. Elle t'a entraîné dans quelque chose que nous ne comprenions aucune de nous, et c'est toi qui as payé le prix. Je suis profondément désolé. Je suis désolé que tu aies été piégé tout ce temps. Ce n'est pas juste. Et cela change quelque chose? Je ne peux pas te rendre la vie, mais je peux t'offrir ceci. Je laissai tomber la bague dans le puits. C'était le bien le plus précieux de ma grand-mère, ce qui lui rappelait sa mère, sa famille, le véritable amour. Et je t'offre cela aussi. Je renonce à cette maison, à cette terre. Elles seront vendues, et l'argent servira à faire dire des messes pour toi, pour que tu puisses enfin reposer en paix. Un autre silence. Puis, je l'ai vu, grimpant sur les parois du puits comme une araignée, sa silhouette tordue et mouillée émergeant de l'obscurité. Je suis resté paralysé de terreur, mais j'ai gardé ma position. Elle est sortie complètement du puits et s'est tenue devant moi. De près, elle était encore plus horrible que je ne l'avais imaginé. Mais dans ses yeux morts, j'ai vu quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. De la tristesse. 50 ans, murmura-t-elle. 50 ans dans l'obscurité, dans le froid, seule. Je sais, et je suis tellement désolé. Elle tendit une main vers moi. J'étais sur le point de reculer quand je réalisai qu'elle n'était pas menaçante. C'était comme si elle voulait me toucher. Rassemblant tout mon courage, je lui pris la main. Elle était froide comme la glace et humide, mais quand je la touchais, je ressentis quelque chose de plus. Je ressentis sa douleur, sa solitude, son désespoir, mais je ressentis aussi quelque chose se libérer, comme un nœud qui se dénouait enfin. « Merci », dit-elle, et sa voix sonnait différemment maintenant, plus humaine, plus chaleureuse. Sa forme commença à changer. La décomposition recula, sa peau reprit de la couleur. Pendant un instant, je pus voir la jeune femme qu'elle avait été, belle, pleine de vie, avec des yeux brillants et pleins d'espoir. L'amie que ma grand-mère avait trahi par peur et ambition. Isa Esperanza, commença-t-il, mais s'arrêta. Non, elle le sait déjà. Elle a vécu avec ça chaque jour. Puis il s'est simplement évaporé. Pas comme avant, pas comme de la fumée ou des ombres. Cette fois, c'était comme de la lumière, comme quelque chose qui s'élevait enfin vers l'endroit où il devait être. Je suis resté là pendant longtemps, tremblant, pleurant, traitant tout ce qui s'était passé. Le lendemain matin, j'ai appelé l'avocat et commencé les démarches pour vendre la maison. Je ne voulais rien d'elle. L'argent a été entièrement donné à l'église du village, spécifiquement pour des messes perpétuelles pour le repos de Juliana Cervantes.
Avant de quitter le village pour la dernière fois, je suis allé au cimetière. J'ai trouvé la tombe de Juliana, oubliée et couverte de mauvaises herbes. J'ai nettoyé la pierre tombale et laissé des fleurs fraîches. Repose en paix, ai-je murmuré. Cette nuit-là, pour la première fois en semaine, j'ai dormi sans cauchemar. Mais parfois, dans des moments tranquilles, je pense encore à ma grand-mère, à la façon dont elle a vécu toute sa vie en portant ce fardeau, protégeant sa famille des conséquences d'une erreur de jeunesse. Je pense à Juliana, piégée dans l'obscurité pendant un demi-siècle à cause de l'ambition d'une amie. Et je pense à la façon dont les erreurs du passé peuvent s'étendre vers l'avenir, atteignant des générations qui ne savaient même pas qu'il y avait une dette. La maison a finalement été démolie. Le nouveau propriétaire du terrain a rempli le puits de béton et y a construit quelque chose de moderne. J'espère que Juliana est vraiment en paix maintenant. J'espère que mon offrande a été suffisante. Parce qu'à chaque fois, lors des nuits de nouvelle lune, je ressens encore un froid soudain. Et je me demande si je l'ai vraiment libérée, ou si j'ai simplement déplacé le poids de sa malédiction ailleurs. Je me demande si le pardon a été suffisant, ou si j'aurais dû faire plus. Je ne suis jamais retourné dans ce village. Je ne reviendrai jamais. C'était l'expérience que Patricia a partagée avec moi. Elle m'a dit que depuis lors, elle a évité tout ce qui est lié à l'occulte et qu'elle vit avec l'espoir que Juliana a finalement trouvé la paix. Si jamais tu as hérité de quelque chose de plus que des objets de ta famille, quelque chose d'invisible mais lourd, j'aimerais que tu me le racontes dans les commentaires. Les histoires de dettes héritées sont plus courantes qu'on ne le pense. Et si cette histoire t'a fait réfléchir, envisage de t'abonner pour plus de témoignages comme celui-ci. Chaque semaine, je partage des expériences que des personnes comme toi nous envoient. Prends bien soin de toi et repose-toi bien. J'ai reçu ce message d'une auditrice nommée Sofia, d'Espagne. Elle m'a écrit que ce qu'elle va raconter lui est arrivé il y a 7 ans, qu'elle l'a dit à très peu de gens et que la plupart ne l'ont pas cru. Avant de commencer, si tu as quelque chose de similaire gardé et que tu veux que je le raconte, écris-moi. Lire ces messages est ce qui rend ce canal possible. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qui est arrivé à Sofia, la nuit où sa petite fille a commencé à parler avec quelqu'un qui n'existait pas. Ma fille Lucia avait 4 ans quand elle a commencé à parler avec le garçon du coin. C'est ainsi qu'elle l'appelait, le garçon du coin. Avec cette désarmante naturelle que les petits-enfants ont pour dire des choses qui paralysent les adultes, Lucia l'a mentionné une nuit pendant le dîner, sans préambule, en mangeant sa soupe. Le garçon du coin dit qu'il n'aime pas quand tu éteins la lumière. Mon mari Ernesto et moi nous sommes regardés à table. « Quel garçon, chérie ?» lui ai-je demandé. « Celui du coin de ma chambre, » dit-elle, comme si c'était évident. « Celui qui est là la nuit. » Ernesto et moi étions de ces couples qui lisent sur le développement de l'enfant. Nous savions que les amis imaginaires sont tout à fait normaux chez les enfants de cet âge, que le cerveau en formation construit des compagnies et des relations qui remplissent des fonctions psychologiques réelles. Nous ne nous sommes pas alarmés, nous avons suivi le courant avec le calme de parents informés. « Et comment est l'enfant ?» demanda Ernesto. Lucia réfléchit un instant. « Triste, dit-elle. Il est toujours triste. » Nous vivions dans un appartement d'une ville moyenne du nord de l'Espagne. Ernesto travaillait comme ingénieur dans une entreprise de construction et j'étais en congé depuis 4 ans pour m'occuper de Lucia, avec l'intention de retourner travailler en comptabilité quand elle entrerait à l'école. C'était une vie ordonnée et tranquille. Nous avions l'appartement depuis 2 ans. Nous l'avions acheté d'occasion à une famille qui déménageait dans une autre ville et nous n'avions jamais eu de problème avec. L'enfant du coin est devenu une partie du paysage conversationnel de Lucia au cours des semaines suivantes. Elle en parlait souvent, toujours de manière latérale, comme si elle faisait référence à quelque chose qu'elle tenait pour acquis, que l'enfant avait été là quand elle s'était réveillée la nuit, que l'enfant lui avait dit qu'il avait froid, que l'enfant pleurait parfois mais très doucement, pour ne pas déranger. Ernesto restait complètement calme à ce sujet. Moi aussi, j'étais calme en surface. Mais il y a quelque chose dans certaines choses que disent les jeunes enfants qui s'installent dans l'esprit d'une mère, avec une persistance que la rationalité ne parvient pas à chasser complètement. J'ai commencé à prêter plus attention à la chambre de Lucia. C'était une chambre normale, rose pâle sur les murs, que nous avions peint avant sa naissance. Un lit avec des barrières,
Une armoire blanche, une étagère avec des livres et des jouets. La fenêtre donnait sur une cour intérieure qui avait peu de lumière, mais qui n'était pas non plus lugubre. Le coin auquel Lucia faisait référence était celui qui se trouvait entre le mur de l'armoire et le mur de la fenêtre, le plus sombre de la chambre quand la lumière s'éteignait. Un coin complètement vide. Une nuit, quand Lucia dormait déjà, je suis resté debout sur le seuil de sa chambre à regarder ce coin pendant un long moment. La seule lumière était celle du couloir, qui entrait de côté et créait des ombres allongées sur les murs. Il n'y avait rien. Bien sûr, il n'y avait rien. Je suis allé au lit, et j'ai essayé de ne plus y penser. Le véritable changement est survenu un samedi après-midi, environ 3 semaines après la première mention de l'enfant. Lucia jouait dans sa chambre. J'étais dans le salon en train de plier du linge, avec la porte de la chambre de Lucia ouverte, et celle du salon aussi, de sorte que je pouvais l'entendre. C'était un son familier et réconfortant. Le murmure d'une petite fille de 4 ans jouant seule, se parlant à elle-même ou à ses jouets avec cette logique narrative particulière que les jeux des jeunes enfants ont. Puis j'ai entendu Lucia cesser de parler. Le silence a été soudain. Un de ces silences qui ont du poids parce qu'ils remplacent quelque chose qui était là, un instant auparavant. Je suis resté immobile avec un t-shirt à moitié plié dans les mains, écoutant. Ensuite, j'ai entendu la voix de Lucia à nouveau, mais différente. Ce n'était pas la voix du jeu. Elle était plus basse, plus sérieuse. Le ton qu'elle utilise quand elle parle aux adultes, ou quand elle dit quelque chose qu'elle considère important. « Pourquoi tu ne peux pas partir ?» a dit Lucia. Silence. « Qu'est-ce que tu as perdu ?» Silence. « Où l'as-tu laissé ?» Je me suis levé du canapé et j'ai marché vers la chambre de Lucia. Quand je suis arrivé à la porte, elle était debout, au centre de la chambre, regardant dans le coin. Les mains sur les côtés du corps, la tête légèrement inclinée, avec cette expression de concentration qu'elle avait quand elle écoutait quelque chose avec attention. « Lucia », dis-je. Elle s'est tournée vers moi. Son expression était complètement normale. « Maman, l'enfant dit qu'il a perdu quelque chose et que tant qu'il ne le trouve pas, il ne peut pas partir. » Je me suis agenouillé devant elle. « Qu'est-ce qu'il a perdu ?» Lucia a froncé les sourcils, comme si elle consultait intérieurement. « Il ne sait pas comment l'appeler », a-t-elle dit. « Il dit que c'est quelque chose qui lui appartient, quelque chose qui était à lui et que quelqu'un a emporté. » Cette nuit-là, quand Lucia dormait et qu'Ernesto et moi étions au lit, je lui ai raconté la conversation. Ernesto écoutait avec ce calme qui parfois me rassure et d'autres fois me désespère. « Les enfants construisent des récits très élaborés, dit-il. Il a probablement entendu quelque chose, une histoire, une conversation, et il le traite à travers l'ami imaginaire. Quelle conversation sur un enfant qui a perdu quelque chose et ne peut pas partir? Ça ne doit pas être littéral, dit-il. Les enfants réinterprètent. Ernesto, elle était debout à regarder le coin et posait des questions au vide. Les enfants font ça constamment. Il avait raison, techniquement. Les enfants font ça constamment. Mais j'étais là et j'ai vu le visage de Lucia, et il y avait quelque chose dans cette concentration, dans ce sérieux avec lequel elle écoutait le silence du coin, qui ne ressemblait pas au jeu d'une fille avec un ami imaginaire. On aurait dit une conversation réelle. J'ai commencé à examiner le sol, non de manière dramatique, juste avec la curiosité prudente de quelqu'un qui veut être tranquille et sait que la seule façon de l'être est d'avoir des informations. Je suis allé au registre de la propriété et j'ai recherché l'historique du bien. L'appartement avait eu 3 propriétaires précédents au cours des 40 dernières années. La famille qui nous l'avait vendu l'avait eu pendant 10 ans. Avant eux, une autre famille pendant 15 ans. Et avant, les propriétaires d'origine, qui l'avaient eu depuis la construction de l'immeuble dans les années 80 jusqu'au début des années 2000. Rien d'inhabituel dans le registre. J'ai cherché dans les archives du journal local, qui avait une version numérique avec moteur de recherche. J'ai mis un moment à trouver quelque chose, mais je l'ai trouvé. Une brève note, datant de presque 30 ans. Un enfant de 6 ans était mort dans l'immeuble. La cause officielle était un accident domestique. Aucun détail supplémentaire n'était donné, comme c'était habituel à l'époque pour les nouvelles impliquant des mineurs. Le nom de l'immeuble correspondait au nôtre. Il ne mentionnait pas le numéro de l'étage. Je suis resté à regarder l'écran pendant un long moment. Puis j'ai recherché le nom de la famille qui avait vécu dans l'appartement avant ceux qui nous l'ont vendu. J'ai mis plus de temps, mais j'ai trouvé quelque chose. Un avis de décès plusieurs années plus tard, le décès d'une femme âgée. Dans la liste des survivants, il y avait un fils avec un nom.
Et dans la note biographique de cette femme, une ligne disait qu'elle avait perdu un jeune enfant dans un tragique accident. On ne pouvait pas prouver que cela s'était passé dans notre appartement, mais on ne pouvait pas non plus l'écarter. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain, j'ai emmené Lucia au parc, et pendant qu'elle jouait avec d'autres enfants dans le bac à sable, je me suis assis sur un banc, et je me suis permis de penser à ce qui pourrait être vrai si j'acceptais la prémisse que ma fille semblait avoir acceptée sans difficulté, qu'il y avait un enfant dans le coin de sa chambre. Un enfant qui ne pouvait pas partir parce qu'il avait perdu quelque chose. S'il y avait un enfant qui était mort dans cet appartement il y a 30 ans, qu'aurait-il perdu? La réponse est venue de manière oblique, comme le font parfois les réponses qui ne sont pas cherchées directement. C'est Lucia qui me l'a donné, cet après-midi-là, pendant que je la baignais. Maman, l'enfant dit que ce qu'il a perdu est dans une boîte. Je me suis arrêté avec le shampoing à la main. Quelle boîte? Une petite boîte, bleue, avec un couvercle sur lequel est dessiné un bateau. Et où est la boîte? Lucia réfléchit. Il dit qu'elle était dans sa chambre, que quelqu'un l'a mise de côté. Cette nuit-là, j'ai fouillé l'étage de fond en comble. Je n'ai trouvé aucune boîte bleue avec un bateau. J'ai cherché dans tous les placards, sous les meubles, dans le garde-manger, dans le débarras, rien. Mais alors j'ai pensé à quelque chose. Quand nous avons acheté l'appartement, la famille précédente avait laissé quelques affaires dans le débarras de l'immeuble, au sous-sol, avec la promesse de les récupérer dans quelques semaines. Ces affaires n'ont jamais été récupérées. Nous avions supposé qu'elle les avait oubliées, ou qu'elle ne les voulait plus, et nous les avions laissées là sans les toucher parce que le débarras était grand, et que nous n'avions pas besoin de l'espace. Je suis descendu au sous-sol. C'était un espace long et peu éclairé, avec l'humidité caractéristique des sous-sols des vieux bâtiments. Les affaires de la famille précédente étaient au fond, contre le mur, sous une bâche en plastique. Des cartons, des sacs, quelques petits meubles empilés. J'ai commencé à examiner les cartons. Dans le 3e carton que j'ai ouvert, parmi des vêtements d'enfants pliés qui n'étaient clairement pas récents, j'ai trouvé une petite boîte en bois, bleue, avec un couvercle sur lequel était peint, avec une peinture déjà écaillée par le temps, un bateau. Je suis resté immobile en la tenant. Elle était petite, de la taille d'une boîte à chaussures pour enfants. La peinture bleue était de ce bleu vif que l'on utilise pour les objets pour enfants, maintenant usés et ternes. Le bateau sur le couvercle était une silhouette simple, peinte probablement par une main d'adulte, avec de la peinture d'artisanat. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait des choses d'enfant, un petit chariot en jouet rouillé, une bille en verre avec une spirale bleue au centre, une photographie pliée et un dessin au crayon sur du papier quadrillé, le type de papier que les enfants utilisent à l'école, avec la figure maladroite et attachante que dessinent les enfants de 6 ou 7 ans. Une maison, 2 grandes personnes, une petite au centre. J'ai déplié la photographie. C'était une photo de famille. Un homme, une femme et un enfant d'environ 6 ans assis entre eux. L'enfant regardait l'appareil photo avec un sourire qui avait l'énergie désordonnée des enfants à cet âge. J'ai monté la boîte au 1er étage. Je suis entré dans la chambre de Lucia. Elle jouait par terre avec ses poupées. J'ai laissé la boîte au centre de la chambre, devant le coin. Lucia l'a regardée, puis elle a regardé le coin. Et sur son visage, quelque chose s'est passé que je n'ai pas su décrire avec précision, mais que j'ai reconnu, le soulagement. « C'est cette boîte ?» lui ai-je demandé. Lucia a hoché la tête. Elle dit que oui. Et maintenant, peut-elle partir? Lucia écouta le silence du coin pendant un moment. Elle dit que oui, répéta-t-elle, mais qu'elle remercie. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Lucie a dormi sans se réveiller. Et le lendemain, quand je lui ai demandé pour l'enfant du coin, elle m'a regardé avec cette expression légèrement confuse que les enfants ont quand ils ne comprennent pas exactement de quoi tu parles. « Quel enfant ?» a-t-elle dit. Elle ne l'a jamais mentionné à nouveau. J'ai rangé la boîte. Je ne savais pas quoi en faire pendant un certain temps. J'ai pensé à chercher les enfants adultes de la famille qui nous avaient vendu l'appartement, ceux qui, selon l'avis de décès que j'avais trouvé, avaient perdu un frère cadet des décennies auparavant et à la leur rendre. Mais je n'ai pas trouvé comment les contacter, et à un moment donné, j'ai décidé que peut-être il valait mieux que la boîte reste dans l'appartement, que s'il y avait quelque chose de cet enfant qui appartenait à cet endroit, peut-être valait-il mieux qu'il y reste. La boîte bleue avec le bateau est maintenant dans l'armoire de ma chambre, sur l'étagère la plus haute. Je l'ai ouverte 2 fois depuis, juste pour vérifier qu'elle est toujours là et que tout est toujours à l'intérieur.
Le chariot rouillé, la bille, la photographie, le dessin. Lucia a maintenant 11 ans et ne se souvient de rien de tout cela. Je lui ai posé la question une fois, avec précaution, quand elle avait environ 8 ans. Elle m'a regardé avec l'expression de quelqu'un qui cherche dans une mémoire qu'elle ne trouve pas. « Je ne me souviens pas », a-t-elle dit. Parfois, moi aussi, je voudrais ne pas me souvenir. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'était tout ce que Sophia voulait partager. Elle m'a dit que l'écrire lui a coûté plus que ce qu'elle attendait, qu'il y a des choses qui semblent plus réelles quand on les met en mots. Si un jour un petit enfant t'a raconté quelque chose que tu n'avais pas moyen d'expliquer, ou si tu as vécu quelque chose de similaire chez toi, raconte-le-moi dans les commentaires. J'aimerais le lire. Et si cette histoire t'a accompagné pendant que tu te reposais, abonne-toi pour continuer à recevoir plus. Prends soin de toi. On se reparle bientôt. Un auditeur qui signe comme Andrés m'a envoyé ce message il y a quelques jours. Il m'a dit qu'il n'avait jamais raconté cela à personne en dehors de sa famille. Ce qu'il a vécu s'est produit quand il avait 32 ans, dans la maison où il a grandi, s'occupant de son père malade. Si tu as quelque chose de similaire caché, tu sais que les commentaires sont ouverts. Voici ce qu'Andrés m'a écrit. Il y a des choses que l'on ne raconte pas parce qu'on sait que personne ne va y croire. Non pas parce que l'histoire est extraordinaire, mais parce qu'elle vit exactement à la frontière entre ce qui peut être prouvé et ce qui ne peut pas. Je me le suis répété pendant longtemps. C'était le stress, c'était l'épuisement, c'était l'esprit de quelqu'un qui n'a pas bien dormi depuis des semaines. Je me l'ai dit jusqu'à ce qu'il y ait une chose que je n'ai pas pu m'expliquer avec aucune de ces raisons. Et c'est ce qui m'a poussé à lui écrire à ce canal. Mon père s'appelait Rogelio. Charpentier de métier, homme de peu de mots, mains grandes et rugueuses, qui sentait en permanence le bois et le vernis. Quand j'étais enfant, je me sentais invincible. Quand je l'ai vu pour la première fois dans un lit d'hôpital, connecté à des tubes, avec cette pâleur que les gens ont quand le corps commence à céder, quelque chose en moi s'est brisé d'une manière qui ne s'est jamais complètement réparée. Le diagnostic était une insuffisance cardiaque avec des complications. Les médecins ont été honnêtes. Mon père allait avoir besoin de soins permanents. Je suis l'aîné. J'ai un frère, Marcos, qui vit dans une autre ville. Nous avons convenu que je prendrais en charge les premiers mois pendant qu'il réglait ses affaires pour venir me soutenir. J'ai quitté mon appartement et je me suis installé dans la maison de mes parents. Ma mère était morte quand j'avais 15 ans. Donc c'était une maison qui était devenue la seule de mon père depuis presque 20 ans. Grande pour une seule personne, avec cette accumulation silencieuse d'objets que possèdent les maisons des personnes âgées. Des meubles que personne n'a déplacés depuis des décennies, des boîtes que personne n'a ouvertes, des photographies sur les murs d'une vie que je ne connaissais qu'à moitié. Les premiers jours, j'étais occupé à tout organiser. Médicaments, horaires, visite du médecin, appel à l'hôpital. L'activité est une manière efficace de ne pas penser. Je me jetais dans le lit chaque nuit, complètement épuisé. C'est au cours de la 2e semaine que j'ai commencé à remarquer la porte. La maison avait un long couloir qui reliait le salon aux chambres à l'arrière. Au bout de ce couloir à droite, il y avait une porte en bois sombre, plus petite que les autres, avec une poignée en métal qui, avec les années, avait acquis cette couleur terne du métal non nettoyé. La première fois que je l'ai remarquée, c'était parce qu'elle était entrebâillée. Je n'y ai pas prêté attention. Les vieilles maisons ont des portes qui ne ferment pas bien. Je l'ai fermée sans réfléchir et j'ai continué ce que je faisais. Mais le lendemain matin, elle était encore entrebâillée. Et le suivant. J'ai commencé à y prêter attention. Derrière, il y avait une petite pièce, presque vide, une chaise en bois au centre, orientée vers le mur du fond comme si quelqu'un l'avait mise là pour s'asseoir et regarder le mur. Et sur ce mur, à mi-hauteur, il y avait une tache sombre. Ce n'était pas une fissure, ce n'était pas de l'humidité. C'était une tache ancienne, aux bords irréguliers, d'une couleur entre le marron et le noir, qui absorbait la peu de lumière qui entrait par la seule fenêtre sale. Je demandai à mon père ce qu'était cette pièce. Quelque chose dans son expression changea d'une manière très subtile, mais que je remarquai parce que je le connais depuis toute ma vie. « C'est une cave, » dit-il. « Il n'y a rien là-dedans. »« Il y a une chaise, » dis-je. Il ne répondit pas immédiatement. « Laisse-la, » dit-il finalement. « N'utilise pas cette pièce. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que je te le demande, » dit-il. Et il détourna le regard vers la télévision.
Cette nuit-là, avant de me coucher, je retournais dans le couloir. La porte était entrebâillée. Je restais debout devant elle dans l'obscurité, avec seulement la lumière de la chambre de mon père filtrant sous sa porte au fond. La fente était complètement noire. Il n'y avait rien à voir. Et pourtant, je restais plus longtemps que cela n'avait de sens, avec une sensation dans la poitrine qui n'était pas exactement de la peur, mais quelque chose de plus proche de l'inconfort d'observer quelque chose qui devrait être fermé. Je la fermais et allais me coucher. Cette nuit-là, je rêvais de ma mère. Ce n'était pas un rêve agréable, c'était l'un de ces rêves avec une atmosphère oppressante que le cerveau construit quand quelque chose l'inquiète. Ma mère était dans le couloir, devant la porte de la petite chambre, me regardant avec une expression que je ne lui connaissais pas de son vivant. Ce n'était pas de la peur, c'était un avertissement. Elle ne dit rien. Elle se contenta de me regarder. Je me suis réveillé avec ce poids sur la poitrine que laissent en certains rêves. J'ai entendu la respiration calme de mon père à travers le mur et je me suis convaincu que ce n'était que ça, un rêve. L'esprit de quelqu'un d'épuisé traitant le stress. Je me suis convaincu, plus ou moins. Les jours suivants étaient une routine pure. Médicaments, visite du médecin, appel de Marcos promettant d'arriver bientôt. C'est un après-midi tranquille que j'ai entendu le son pour la première fois. J'étais dans le salon avec l'ordinateur portable ouvert. Mon père dormait. Le silence était complet. Et puis, un léger craquement est venu du couloir, comme une chaise en bois qui se déplace légèrement sous le poids d'un corps qui s'installe. Je suis resté immobile. Cela ne s'est pas répété. Le silence est revenu. Puis, environ 30 secondes plus tard, un autre craquement. Exactement le même. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au couloir. La porte était entrebâillée. D'où j'étais, je pouvais distinguer la chaise au centre de la pièce. Et la chaise bougeait. Pas beaucoup. Ce balancement minimal et rythmique qu'une chaise fait quand quelqu'un qui était assis vient de se lever. J'ai ouvert la porte brusquement. La chambre était vide. La chaise, immobile. La tache sur le mur comme toujours. Je suis resté sur le seuil à regarder l'intérieur sans entrer. Je ne suis pas entré. Je ne sais pas exactement pourquoi. Quelque chose en moi ne voulait pas franchir ce seuil. J'ai fermé la porte et je suis allé vérifier mon père. Il dormait paisiblement. Respiration régulière. Cette nuit-là, pendant le dîner, j'ai essayé d'aborder le sujet d'une autre manière. « Papa, depuis combien de temps cette chaise est-elle dans la chambre du fond ?» Il a posé la fourchette sur l'assiette avec un soin trop délibéré. « Andrés, je t'ai demandé de ne pas aller dans cette chambre. Je ne suis pas entré. J'ai juste ouvert la porte. » Il a hoché légèrement la tête, comme si cela était un soulagement relatif. « C'était celle de mon père, a-t-il finalement dit. Ton grand-père Ernesto. » Mon grand-père Ernesto était mort avant ma naissance. Je ne le connaissais que par les quelques photos de la maison et par les histoires encore plus rares que mon père racontait à son sujet. Toujours brèves, toujours avec cette neutralité que nous utilisons lorsque nous parlons de quelqu'un avec qui la relation était compliquée. « Et pourquoi est-il là ?» demandai-je. Mon père se leva de la table. « Parce qu'il y a toujours été, dit-il, et il doit y rester. » Et il alla dans sa chambre. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Je restais à écouter la maison. Et à un moment, dans cet état entre le sommeil et l'éveil, j'entendis des pas dans le couloir. Des pas lents, lourds. Le genre de pas de quelqu'un qui marche avec effort, traînant légèrement les pieds. Je me redressai dans le lit. Les pas s'arrêtèrent devant ma porte. Le silence qui suivit avait une présence, un poids. Puis, très lentement, les pas continuèrent et s'arrêtèrent. Je déduisis, devant la porte de la petite chambre, un craquement, le son d'une porte qui s'ouvre, et puis rien. Je suis resté assis dans l'obscurité avec la main sur l'interrupteur de la lampe sans l'allumer. Finalement, je l'ai allumé, je suis sorti dans le couloir. Vide. La porte de la petite chambre, fermée. Mon père dormait paisiblement. Je suis retourné dans ma chambre et je n'ai pas dormi jusqu'à ce qu'il fasse jour dehors. Le lendemain, j'ai appelé Marcos. Je lui ai tout raconté. « Andrés, a-t-il dit, tu n'as pas bien dormi depuis des semaines. Le cerveau fait des choses quand il est épuisé. Il y a un état entre le sommeil et l'éveil où l'on peut entendre des choses qui semblent complètement réelles. Et la porte, dis-je. Je la ferme avec force et le lendemain, elle est entrebâillée. Silence. Veux-tu que j'y aille avant? Non, dis-je, sans savoir exactement pourquoi. Je voulais juste en parler à quelqu'un. Cet après-midi, pendant que mon père faisait la sieste, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Je suis entré dans la chambre. L'odeur était intense à l'intérieur. Enfermement, bois humide,
Quelque chose d'autre que je ne savais pas nommer. Quelque chose de vieux et accumulé, comme l'odeur des endroits qui n'ont pas vu de gens depuis longtemps. La chaise, vue de près, était une pièce de menuiserie ancienne et magnifique. Bois sombre, pièces tournées, dossier haut. Une chaise chère pour son époque. Je me suis approché de la tache sur le mur. Vue de près, c'était différent de ce que j'imaginais. Elle avait une texture presque tridimensionnelle, des couches qui n'avaient pas absorbé la peinture de la même manière, et elle avait une forme. Pas une forme qui puisse être décrite avec précision, mais pas non plus aléatoire. C'était le genre de forme que l'œil humain reconnaît automatiquement comme une silhouette. J'ai tendu la main pour la toucher. Andrés. La voix de mon père depuis le seuil me fit sursauter au point de presque tomber au sol. Il était là, debout avec sa canne, me regardant avec une expression qui n'était pas exactement de la peur, mais qui n'était pas non plus autre chose. « Sors de là », dit-il. Je sortis. Il ferma la porte avec une fermeté qui ne correspondait pas à quelqu'un dans sa condition. Nous allâmes dans le salon. Il s'assit. Je m'assis en face de lui. Il y eut un long silence. « As-tu touché la tache ?» demanda-t-il avec une urgence qu'il ne lui avait jamais entendue auparavant. « Non, dis-je. Presque. Mais non. » Il exhala lentement. « Bien, dit-il. Bien. » Et puis il me raconta. « Ton grand-père Ernesto n'était pas une bonne personne. Il le dit sans drame, comme on énonce un fait historique. Quand j'étais enfant, il faisait des choses dans cette pièce. Il avait des affaires avec des gens qui venaient à la nuit, des rituels, des choses qui ont un nom, mais que je préfère ne pas dire à voix haute dans cette maison. De la sorcellerie, dis-je. Mon père ne le confirma, ni ne le nia directement. Il y a des gens qui cherchent le pouvoir de façon qu'ils ne devraient pas. Et quand ils le trouvent, ils ne le trouvent pas seuls. Il y a toujours quelque chose de l'autre côté du marché. Quelque chose qui donne, mais qui prend aussi. Et quand la personne meurt, cette chose ne s'en va pas toujours. Elle est restée dans la pièce, elle est restée sur la chaise, dit-il. C'est pourquoi je ne l'ai jamais déplacée. Quelqu'un qui savait ces choses m'a dit que tant que la chaise était à cet endroit, ce qui y était lié ne pouvait pas bouger. Que si elle était enlevée, ou si quelqu'un touchait la chaise ou la tâche sans savoir ce qu'il faisait, le lien se briserait. Et que se passerait-il si cela se brisait? Mon père me regarda directement. Ce qui est sur cette chaise attend depuis des décennies d'avoir la liberté, dit-il. Je ne veux pas savoir ce qu'il en ferait. Je traitais cela en silence. Les pas que j'entends la nuit, dis-je. La porte. Je sais. Depuis que tu es arrivé, elle bouge plus. Peut-être parce qu'il y a plus de gens dans la maison. Peut-être parce qu'elle a senti que quelqu'un allait entrer. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que je pensais que si je ne te disais rien, tu n'irais pas. Maman le savait-elle? Quelque chose a traversé le visage de mon père qui n'a duré qu'un instant. Ta mère le savait, a-t-il dit. C'est elle qui m'a appris comment le garder tranquille. Elle avait des connaissances que je n'ai pas. J'ai pensé au rêve. Ma mère dans le couloir, devant la porte, me regardant avec cette expression d'avertissement. Y a-t-il un moyen de le terminer définitivement? Ai-je demandé. Mon père m'a regardé avec cette expression qu'il avait quand il savait quelque chose qu'il préférait ne pas dire. La personne qui savait comment le faire, c'était ta mère, a-t-il dit. Le poids de cette phrase est tombé sur moi lentement. Et elle ne t'a pas appris. Elle m'a appris ce qu'il fallait pour le garder. Et elle m'a dit que quand le moment viendrait, je saurais à qui demander de finir le travail. Que cette personne allait apparaître. Il y a eu un silence. Tu es apparu, a-t-il dit. Je ne sais rien de ces choses. Je sais, a-t-il dit. Mais tu as quelque chose. Ta mère le voyait. C'est pourquoi je te le raconte. Ce qui a suivi a été une semaine étrange. Mon père me donnait des instructions qu'il avait gardées pendant des années, des choses que ma mère avait laissées écrites dans un carnet qu'il a sorti de sous le matelas, avec le soin qu'on a pour quelque chose de très fragile. Le carnet était à ma mère, son écriture, ses mots. Le lire a été comme entendre sa voix après tant de temps. Les instructions étaient spécifiques. Certaines plantes devaient être brûlées dans la chambre dans un ordre déterminé. Des mots devaient être prononcés à voix basse, dirigés vers la tache sur le mur. Et enfin, la chaise, la sortir de la chambre en suivant un parcours exact que ma mère avait tracé avec des lignes sur une carte faite à la main de l'intérieur de la maison. Une partie de moi restait l'homme rationnel qui avait expliqué à son frère le concept d'hypnagogie.
Cette partie observait ce que je faisais avec une incrédulité distante, mais une autre partie, celle qui avait entendu les pas et vu la chaise se balancer et rêvé de ma mère dans le couloir, suivait chaque instruction avec une absolue sérieux. Je l'ai fait un mardi soir. Mon père dans sa chambre, avec des instructions de ne pas sortir quoi qu'il arrive. Je suis entré dans la petite chambre avec les plantes allumées et la fumée dense et blanche qui sentait quelque chose que je ne reconnaissais pas. Je me suis planté devant la tâche et j'ai dit les mots à voix basse, avec un calme que je ne ressentais pas tout à fait mais que je maintenais parce que les instructions disaient que la peur était contre-productive. Quelque chose a changé dans la pièce. Pas de manière dramatique. Il n'y a eu aucune manifestation spectaculaire. Ce qui a changé, c'est le poids de l'air. Cette densité que j'avais ressentie depuis que j'étais arrivé dans la maison, cette épaisseur qui faisait que certaines parties du couloir semblaient plus lentes, s'est évaporée. Peu à peu, comme quand on ouvre une fenêtre dans une pièce fermée et que les airs commencent à s'équilibrer. La tache était toujours sur le mur, mais quelque chose en elle était différent. C'était juste une tache. J'ai sorti la chaise de la chambre en suivant le parcours de la carte de ma mère, jusqu'à la porte arrière, dans le jardin. Au fond, où mon père avait du bois pour la cheminée, je l'ai brûlé. Le feu a mis plus de temps que d'habitude à prendre, comme si le bois résistait. Mais il a pris. Je suis resté à regarder les flammes jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Cette nuit-là, j'ai dormi comme je n'avais pas dormi depuis enfant. Sans rêve, sans bruit, sans ce sentiment d'être observé. Mon père a vécu presque 2 ans de plus. Ce furent 2 années différentes, plus tranquilles d'une manière qui allait au-delà du médical. Il est mort dans son lit, en paix, avec Marcos et moi, à ses côtés. Nous avons vendu la maison. La chambre, nous l'avons laissée vide avec la porte fermée. Nous n'avons rien dit aux acheteurs car il n'y avait rien à dire. La chaise n'était plus là, mais parfois, lors de nuits comme celle-là, je pense à cette maison et je me demande si j'ai bien fait les choses, si je n'ai sauté aucune étape sans m'en rendre compte, si ce qui était sur cette chaise est vraiment parti avec le feu, ou s'il a simplement trouvé une autre façon de rester. Je n'ai pas de réponse à cela. Je sais juste que depuis cette nuit-là, les pas ne sont pas revenus. Jusqu'à maintenant. C'était tout ce qu'Andrés voulait partager. Il m'a écrit qu'il espère que mettre cela en mots servira à quelque chose. Je crois que oui. Si jamais tu as ressenti quelque chose dans une maison que tu ne savais pas comment expliquer, raconte-le-moi dans les commentaires, cela m'intéresse de le lire. Et si cette histoire t'a accompagné cette nuit, abonne-toi, il y a beaucoup d'autres témoignages qui t'attendent. Prends soin de toi. On se retrouve la prochaine fois. Un suiveur nommé Marcos m'a envoyé cette histoire il y a quelques jours, et depuis que je l'ai lue, je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Avant de commencer, si vous avez une expérience inexplicable que vous souhaitez partager, laissez-la dans les commentaires. J'adore les lire. Marcos vivait dans un ancien immeuble au centre de Bogota, un de ces bâtiments qui ont plus d'histoire accumulée dans les murs que ce que l'on pourrait imaginer. Il ne croyait en rien de surnaturel. C'était un ingénieur, un homme de logique, de solutions concrètes. Mais ce qui a commencé comme des bruits étranges dans son appartement l'a conduit à découvrir quelque chose sur cet immeuble et sur lui-même, qui a changé à jamais sa façon de comprendre le monde. Voici son histoire. Je suis arrivé dans l'immeuble Restrepo en mars, après avoir obtenu mon premier emploi stable en tant qu'ingénieur système dans une entreprise du centre de Bogota. L'immeuble avait 7 étages, une façade en pierre sombre et avait été construit dans les années 40. L'appartement 4B était petit mais suffisant. Salon, cuisine, une chambre, salle de bain. Le prix était raisonnable pour le quartier. La gestionnaire, une dame d'environ 60 ans nommée Doña Carmen, m'a remis les clés avec un sourire aimable et m'a dit de signaler tout problème de plomberie avant vendredi. Elle ne m'a rien dit de plus. Les premiers jours furent normaux. Je me suis installé, j'ai acheté le nécessaire, j'ai appris les horaires de l'immeuble. Les voisins étaient discrets, presque invisibles. Celui du 4A, un homme d'une 50aine d'années que j'ai vu 2 fois dans l'ascenseur et qui ne m'a jamais rendu mon salut. Le couple du 3B, jeune, qui mettait de la musique le samedi jusqu'à 11h. La dame du 5A, plus âgée, qui sentait toujours l'eau de rose quand je la croisais dans le couloir. Tout était parfaitement ordinaire. C'est au cours de la 2e semaine que j'ai commencé à entendre les coups. Ils venaient de l'intérieur du mur.
Pas du mur qui donnait sur l'appartement du voisin, mais du mur du fond, celui qui, selon les plans du bâtiment, ne partageait aucun autre espace habitable. 3 coups secs, toujours la nuit, toujours entre 1h et 3h du matin. Ils n'étaient pas assez forts pour être une alarme, mais suffisamment réguliers pour ne pas pouvoir les ignorer. La première fois, j'ai pensé aux tuyaux. Les vieux bâtiments font des bruits étranges. L'eau sous pression génère des coups dans les canalisations. Il y a une expansion thermique dans les matériaux. Je me suis tout expliqué parfaitement et je me suis rendormi. La deuxième nuit, les coups étaient accompagnés d'autre chose. Une odeur. Ce n'était pas une odeur forte ni désagréable. C'était quelque chose de subtil, presque agréable d'une manière que je ne savais pas comment articuler. Quelque chose de semblable à de l'encens, mais plus vieux, plus dense, comme s'il était imprégné dans les murs depuis des décennies. La troisième nuit, je me suis levé avec une lampe de poche et j'ai examiné le mur centimètre par centimètre. Vieille adobe, peinture écaillée par endroits, sans fissures significatives. Rien qui explique quoi que ce soit. Je suis allé parler à Madame Carmen le lendemain. Je l'ai trouvée dans son bureau au premier étage. Une petite pièce avec un bureau rempli de papiers et une image du Sacré-Cœur sur le mur. Je lui ai parlé des bruits. Elle m'a écouté attentivement, hochant la tête, avec une expression que j'ai interprétée comme une préoccupation professionnelle pour un problème d'entretien. Mais quand j'ai mentionné l'odeur, quelque chose a changé sur son visage. Ce fut à peine un instant. Un léger durcissement autour des yeux, une tension dans la mâchoire. Je l'ai vue clairement bien qu'elle l'ait immédiatement dissimulée. Les tuyaux de cet étage sont anciens, dit-elle. Je vais faire vérifier. Et l'odeur? Humidité, dit-elle. Les vieux bâtiments sentent comme ça. Ce n'était pas de l'humidité. Je sais comment sent l'humidité. Mais je n'ai pas insisté. Cette semaine, j'ai posé des questions dans l'immeuble. Pas directement sur les bruits, mais de manière générale, comme quelqu'un qui engage une conversation. J'ai demandé à la dame du 5A, que je croisais souvent, si l'immeuble avait beaucoup d'histoire. Ella me regarda avec un sourire qui semblait véritablement satisfait par la question. Beaucoup, dit-elle. Ce bâtiment était une clinique avant, dans les années 50. Une clinique privée, comme avant. Combien de temps a-t-elle été clinique? Presque 20 ans, jusqu'à ce qu'elle ferme. Pourquoi l'ont-ils fermée? La dame du 5A a ajusté son sac sur son bras avec un geste qui semblait délibéré. Des choses qui arrivent dans les affaires, dit-elle, et changea de sujet. Cette nuit-là, j'ai fait des recherches sur Internet. Le bâtiment Restrepo, construit en 1943. Clinique privée de 1951 à 1968. Je n'ai trouvé rien sur la fermeture. Il n'y avait pas d'article, pas d'enregistrement numérique accessible. Bogota du milieu du XXe siècle n'était pas bien documentée en ligne. Je suis allé aux archives de la Bibliothèque nationale un samedi. Il m'a fallu 3 heures pour trouver quelque chose d'utile. Une petite note dans un journal local de 1968, 4 lignes. Elle disait que la clinique Restrepo avait suspendu ses opérations sur ordre de la Secrétariat de la Santé après une inspection non programmée. Elle ne donnait pas plus de détails. Une inspection non programmée qui ferme une clinique n'est pas un détail mineur. Cette nuit-là, peu après 1h du matin, les coups dans le mur sont revenus. Mais cette fois, ils sont venus avec quelque chose de nouveau. Une voix. Ce n'était pas une voix claire. C'était plutôt un murmure. Le genre de son que l'on ne peut pas distinguer avec certitude des autres bruits nocturnes si l'on ne fait pas attention. Mais j'étais attentif. Et ce que j'ai entendu, bien que je n'ai pas pu le déchiffrer complètement, avait une cadence, une structure, le rythme inconfondable des mots. Quelqu'un, de l'autre côté de ce mur qui, selon les plans, ne donnait sur aucun espace habitable, parlait. Je me suis levé. J'ai mis mon oreille directement sur l'adobe froid. Les mots restaient indéchiffrables, mais l'odeur était de retour. Plus forte cette fois, en sang vieux, quelque chose de doux en dessous, quelque chose que je ne savais pas nommer mais qui me provoquait un inconfort physique, un malaise dans l'estomac sans cause rationnelle. Je frappai le mur 3 fois avec mes knuckles. Le murmure s'arrêta immédiatement. Le silence qui suivit fut absolu. Ni les bruits normaux de l'immeuble, ni le trafic lointain de la rue. Juste le silence. Et puis, de l'autre côté du mur, 3 coups répondirent aux miens. Je ne dormis pas le reste de cette nuit. Le lendemain, je suis allé voir Doña Carmen avec une attitude différente. Je ne lui ai pas demandé à propos des tuyaux ni de l'humidité. Je lui ai dit directement que je savais que l'immeuble avait été une clinique et que je voulais savoir ce qu'il y avait derrière le mur de mon appartement.
Doña Carmen me regarda pendant un moment qui s'éternisa de manière inconfortable. Une salle de stockage, dit-elle enfin. Elle est scellée. Elle est scellée depuis des années. Pourquoi scellée? Problème structurel, dit-elle. Il n'est pas sûr d'entrer. Je veux le voir. Il n'y a pas d'accès depuis votre appartement. D'où y a-t-il accès? Un autre silence. Marcos, dit Doña Carmen, et quelque chose dans le ton avec lequel elle prononça mon nom m'alerta. Il y a des choses dans cet immeuble qu'il vaut mieux ne pas toucher. Vous me comprenez? Ça fait des années que c'est comme ça, et ça doit rester ainsi. Que s'est-il passé dans cette clinique? Demandai-je directement. Doña Carmen baissa les yeux vers ses papiers. Le médecin qui la dirigeait faisait des choses qu'il ne devait pas, dit-elle d'une voix très basse. C'est tout ce que je sais, et c'est tout ce que vous devez savoir. Elle ne me dit rien de plus et il était évident que la conversation était terminée. Cet après-midi-là, je parlais avec l'homme du 4A. Je frappais à sa porte sans beaucoup d'espoir car en semaine de voisinage, nous n'avions échangé que 4 mots. Il ouvrit la porte avec une expression de surprise, ou peut-être d'agacement. Il était difficile de le distinguer sur son visage. Je lui ai dit que j'avais des questions sur le bâtiment. J'ai attendu qu'il me ferme la porte. Au lieu de cela, il m'a regardé un moment, s'est écarté et m'a laissé entrer. Son appartement était le miroir du mien, même taille, même disposition. Mais là où j'avais le mur problématique, il avait un énorme placard encastré qui occupait toute cette section. « Depuis combien de temps êtes-vous ici » lui ai-je demandé. « 11 ans, a-t-il dit. Avez-vous entendu des choses, la nuit ?» L'homme, qui ne m'a jamais dit son nom, est resté silencieux un moment. Puis, il a hoché la tête, à peine, un mouvement presque imperceptible. « Les premières années, oui, a-t-il dit. Après, on apprend à ne pas écouter. Que se trouve derrière ce mur? Une chambre, a-t-il dit. Une chambre qui était active quand c'était une clinique. Le médecin l'utilisait pour des choses qui n'étaient pas de la médecine. Quel genre de choses? L'homme m'a regardé avec une expression qui mêle la fatigue à quelque chose qui pourrait être une peur très bien contrôlée. Le médecin était spirit, dit-il. Un vrai, pas un de foire. Il avait des patients qui venaient pour des médicaments et finissaient dans cette pièce à participer à des choses qu'ils ne comprenaient pas. Quand le ministère de la Santé est arrivé, ils ont trouvé des dossiers, des séances, des choses qui ne correspondaient à aucun traitement médical. Ils ont fermé la clinique, poursuivi le médecin, scellé la pièce. Et qu'est-ce qui est resté à l'intérieur? Ce qui reste toujours, dit-il simplement, quand on ouvre une porte qu'on ne sait pas bien fermer. Cette nuit-là, armé de la lampe de poche la plus puissante que j'ai trouvée dans un magasin de bricolage à proximité, j'ai inspecté mon appartement avec plus de soin que jamais. J'ai mesuré les murs, j'ai mesuré l'espace, et j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Entre mon mur du fond et la structure extérieure du bâtiment, il y avait une différence de presque 80 cm qui ne correspondait pas à l'épaisseur normale de la daube. Il y avait de l'espace là, un espace réel, et cet espace devait avoir un accès depuis quelque part. Je l'ai trouvé dans la salle de bain, derrière le miroir de la pharmacie, qui s'est avéré être une porte en bois peinte de la même couleur que le mur, presque invisible si on ne cherchait pas. Elle était fermée par un loquet rouillé, du type qui s'ouvre de l'intérieur et de l'extérieur. La logique me disait de laisser tomber, d'appeler Madame Carmen, de signaler la découverte, de ne pas mettre les mains dans quelque chose qui avait clairement été scellé pour une raison. La logique me disait tout cela avec beaucoup de clarté. J'ai ouvert le loquet. La porte céda avec un son long et rugueux, comme si les gonds n'avaient pas été utilisés depuis des décennies. De l'autre côté, il y avait une obscurité totale et l'odeur, maintenant concentrée, dense, presque suffocante. De l'encens, quelque chose de sucré, quelque chose en dessous qui était plus difficile à identifier. Quelque chose qui sentait, si je devais lui donner un mot, le temps arrêté. J'entrais avec la lampe de poche. La pièce était petite, d'environ 4 mètres sur 3. Les murs étaient recouverts d'un papier sombre qui avait autrefois eu un motif, et qui était maintenant si usé qu'il était impossible de le distinguer. Au centre, il y avait une table en bois avec des restes de bougies complètement consumées, devenues de petites flaques solidifiées de cire noire. Autour de la table, 3 chaises. Sur les murs, à une hauteur d'1 mètre du sol, il y avait des marques tracées avec quelque chose de sombre. Ce n'étaient pas des lettres, ce n'étaient pas des figures que je pouvais reconnaître. Ce étaient des symboles qui avaient une géométrie précise, répétée, comme un langage que je ne connaissais pas. Dans un coin sur le sol, il y avait une petite boîte en bois, de la taille d'une boîte à chaussures, fermée par un fermoir en métal.
Je me suis approché de la table. Les chaises étaient positionnées avec précision autour d'elle, pas poussées, pas au hasard, mais placées de manière délibérée, comme si la dernière session s'était terminée ordonnément et que personne n'était revenu après. L'odeur était presque insupportable près de la table. Et puis j'ai entendu le murmure. Cette fois, il ne venait pas des murs. Il venait de l'air même de la pièce, d'aucun point spécifique et de tous en même temps. Des mots qui restaient indéchiffrables, dans une langue que je ne reconnaissais pas, avec une cadence qui avait quelque chose d'hypnotique dans le pire sens possible. Le genre de son qui fait que l'esprit veut le suivre, le traquer, en trouver l'origine, même si quelque chose de plus profond et instinctif crie qu'il faut sortir. Je me suis tourné vers la porte. Elle était fermée. Je ne l'avais pas fermée. Je l'avais laissée ouverte, mais elle était fermée. J'ai poussé. Elle n'a pas cédé. J'ai poussé plus fort. Rien. Le murmure s'est intensifié. À ce moment-là, j'ai pris une décision qui n'était pas rationnelle mais purement physique. J'ai crié. J'ai frappé la porte avec mes 2 poings de toutes mes forces et j'ai continué à frapper sans m'arrêter, sans me soucier du bruit, sans me soucier de rien d'autre. La porte s'est ouverte. De l'autre côté se tenait l'homme du 4A, avec une expression sérieuse, en pyjama, avec le loquet à la main. Il devait l'avoir ouvert de l'autre côté, car ma porte communiquait aussi avec le miroir de sa salle de bain. Quelque chose que nous ne savions pas tous les deux. Je suis sorti de la chambre. Je me suis appuyé contre le mur de la salle de bain, en respirant difficilement. Je vous l'ai dit l'homme du 4A. On apprend à ne pas écouter. Il m'a aidé à m'asseoir sur le bord de la baignoire. Aucun de nous deux n'a parlé pendant un moment. Qu'est-ce qui est là-dedans ? Lui ai-je demandé quand j'ai pu parler normalement. Je ne le sais pas avec certitude, dit-il. Mais le médecin a passé des années à ouvrir des portes dans cette pièce, à inviter des choses. Et quand ils l'ont fermé rapidement, sans faire ce qu'il fallait pour bien fermer. Que faut-il faire pour bien le fermer ? L'homme me regarda un moment. Je ne sais pas, dit-il, et je ne veux pas le savoir. Je suis parti de l'immeuble Restrepo 2 semaines plus tard. J'ai laissé la plupart des meubles. J'ai rompu le contrat avec Madame Carmen qui n'a ni protesté ni demandé de raison, ce qui m'a dit plus que n'importe quelle explication aurait pu me dire. J'ai trouvé un nouvel appartement dans un autre quartier, moderne, construit il y a 10 ans, sans aucune histoire. C'était il y a 2 ans. Je ne suis pas retourné dans cette zone du centre. Parfois, quand je dois passer près pour le travail, je fais un détour. J'ai eu des rêves pendant quelques mois après mon départ. Toujours la même chambre, les mêmes chaises autour de la même table, les mêmes bougies noires. Je me réveillais avec l'odeur encore dans le nez, même si j'étais à des kilomètres de ce bâtiment. Avec le temps, les rêves ont diminué. Maintenant, ils ne viennent presque plus. Mais il y a des nuits, sans raison apparente, où je me réveille à 2 heures du matin complètement alerte. Et dans le silence de mon nouvel appartement, dans le bâtiment sans histoire, j'écoute, très loin, presque inaudible, presque probablement imaginé, 3 coups. Toujours 3. Jusqu'ici le récit de Marcos. Il m'a écrit qu'il n'est jamais revenu chercher ce qu'il y avait dans cette boîte en bois dans le coin de la chambre. Il dit que c'est la seule décision de cette nuit-là dont il ne regrette pas. Il y a des endroits qui accumulent des choses qui ne devraient pas s'accumuler, et des portes qu'il vaut mieux ne pas ouvrir même si la curiosité pèse plus que la peur. Si tu as déjà vécu quelque chose dans un endroit avec une histoire sombre, raconte-le-moi dans les commentaires, j'aimerais beaucoup lire ton expérience. Et si tu as aimé cette histoire et que tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Il y en a beaucoup d'autres qui t'attendent. Passe une nuit tranquille. Il y a peu, une auditrice qui signe comme Isabelle, de Colombie, m'a écrit. Elle m'a dit que ce qu'elle allait raconter lui est arrivé quand elle avait 28 ans, qu'elle n'a jamais cherché à ce que l'on la croie. Elle avait juste besoin que quelqu'un d'autre le sache. Si toi aussi tu portes quelque chose que tu n'as pu raconter à personne, les commentaires sont là. Mais d'abord, laisse-moi te raconter ce qui est arrivé à Isabelle la nuit où elle a trouvé le miroir. Je n'ai jamais été de celles qui croient à ces choses. Je le dis parce que c'est important. Parce que le type de personne que j'étais avant cette nuit fait partie de l'histoire. J'étais de celles qui, quand quelqu'un racontait une expérience paranormale lors d'une réunion, hochèrent la tête poliment, mais cherchaient à l'intérieur une explication logique. Psychologie, suggestibilité,
Manque de sommeil, le cerveau qui remplit les vides avec ce qu'il craint. J'avais une réponse à tout. J'avais 28 ans. Elle travaillait comme administratrice dans une entreprise de logistique, vivait seule dans un appartement de 2 pièces au 5e étage d'un immeuble qui avait le charme neutre de l'architecture des années 90. Tout dans ma vie était ordonné, prévisible et complètement à moi. J'aimais ça. Le miroir est entré dans ma vie à cause d'un déménagement. Ma voisine du 4e étage, une dame nommée Hortensia, que je saluais dans l'ascenseur mais avec qui je n'avais jamais eu de longues conversations, a frappé à ma porte un samedi matin avec une expression de pardon anticipée. « Isabelle, j'ai besoin d'un service », a-t-elle dit. « Je déménage la semaine prochaine et j'ai quelque chose que je ne peux pas emporter. Si tu veux quelque chose, je te l'offre. Sinon, je le descends dans la rue. » Je l'ai accompagnée à son appartement par curiosité plus que par nécessité. J'avais tout ce dont j'avais besoin. L'appartement d'Hortensia était déjà à moitié vide, avec des cartons empilés et cette atmosphère de désolation que possèdent les espaces lorsque les objets qui les ont habités commencent à disparaître. Dans le couloir appuyé contre le mur, il y avait un miroir. Il était grand, presque 2 mètres de haut, avec un cadre en bois sombre sculpté d'un motif que je n'ai pas su identifier. Des figures entrelacées qui pouvaient être des fleurs ou autre chose, selon l'angle sous lequel on regardait. Le verre était ancien, avec cette légère distorsion caractéristique des vieux miroirs qui fait que le reflet semble légèrement différent de celui d'un miroir moderne. « D'où l'as-tu sorti » lui ai-je demandé à Hortensia. « Je l'ai acheté dans une foire aux antiquités il y a des années, » dit-elle. Je n'ai jamais su exactement quel âge il avait. Le vendeur disait qu'il était du siècle dernier. Mais ces vendeurs disent n'importe quoi. Pourquoi ne l'emportes-tu pas ? Hortensia fit une brève pause. Il ne s'intègre pas dans le nouvel endroit, dit-elle. Et pour être honnête, je ne l'ai jamais vraiment aimé. Il a quelque chose que je ne sais pas comment expliquer. Cela aurait dû être un avertissement suffisant. En revanche, j'ai regardé le miroir et pensé qu'il serait parfait dans la 2e chambre de mon appartement, celle que j'utilisais comme bureau. Je l'ai monté cet après-midi-là avec l'aide du concierge. Je l'ai appuyé contre le mur du fond du bureau, en face du bureau, et je l'ai regardé depuis la porte. Il était bien. Il donnait de la profondeur à la pièce, cet effet que les grands miroirs ont de rendre un espace plus vaste. Je l'ai trouvé être un achat chanceux. Cette nuit-là, rien ne s'est passé. Je n'ai pas non plus remarqué le suivant, ni celui qui le suivait. Pendant presque 2 semaines, le miroir était là, et je l'ai ignoré avec l'indifférence que l'on a envers les objets décoratifs qui se sont déjà intégrés à l'espace. Je le voyais du coin de l'œil en passant par le bureau, rien de plus. C'est au cours de la 3e semaine que j'ai remarqué la première chose. Je travaillais depuis chez moi quelques jours, et ce jeudi-là, j'étais dans le bureau avec mon ordinateur portable ouvert, en train de consulter des rapports. À un moment donné, j'ai levé les yeux de l'écran, comme on le fait mécaniquement après avoir regardé du texte pendant longtemps, et j'ai regardé le miroir. Mon reflet m'a rendu mon regard, ce qui est tout à fait normal. C'est ce que font les miroirs. Sauf que mon reflet a mis 1 seconde de plus que ce qu'il aurait dû pour faire le même mouvement que moi. C'était si petit, si bref, que je l'ai immédiatement écarté, 1 fraction de seconde. Le genre d'illusion d'optique que produit la fatigue ou la distraction. J'ai continué avec le rapport et je n'y ai plus pensé. Mais le lendemain, cela s'est reproduit. Cette fois, je l'ai vu plus clairement. J'ai levé les yeux vers le miroir, et mon reflet, mon image dans le vieux verre, a visiblement mis un instant avant de lever aussi le regard. Pas longtemps. Pas assez pour que quelqu'un d'autre l'ait remarqué avec certitude. Mais je l'ai vu. Je me suis levé de la chaise, et je me suis tenu devant le miroir. Je me suis déplacé. J'ai levé le bras droit. Le reflet l'a levé en même temps, exactement synchronisé. J'ai tourné la tête. Synchronisé. J'ai souri. Synchronisé. Je suis resté à regarder ma propre image pendant un moment, cherchant tout signe de décalage. Il n'y en avait aucun. Le reflet était parfait, ponctuel, exact. J'ai décidé que c'était mon imagination et je suis retourné au travail. Cette nuit-là, avant de me coucher, je suis passé par le studio pour éteindre la lumière que j'avais laissée allumée. Depuis la porte sans entrée, j'ai regardé le miroir. La pièce était sombre sauf pour la lumière du couloir qui entrait par où j'étais debout. Le miroir reflétait la pièce, le bureau, la fenêtre avec les volets fermés, et au centre, ma silhouette découpée contre la lumière du couloir. J'ai éteint la lumière et j'ai fermé la porte. Mais juste avant que la porte ne se ferme complètement, au dernier instant où j'ai eu une vision du miroir, j'ai vu que mon reflet ne bougeait pas quand je me déplaçais. Je suis resté immobile dans le couloir,
la main sur la poignée de la porte fermée. Mon cœur battait plus vite que d'habitude. J'ai ouvert la porte brusquement et allumé la lumière. Le miroir m'a reflété entrant dans la chambre, allumant la lumière, le regardant, tout synchronisé, tout normal. Je suis resté debout devant lui pendant plusieurs minutes, me déplaçant de différentes manières, cherchant le moindre décalage. Il n'y en avait aucun. Je suis allé me coucher en me disant que c'était le manque de sommeil, que cela faisait des semaines que je travaillais trop, que l'œil humain est notoirement peu fiable quand il est fatigué. Je m'y suis cru suffisamment pour dormir. J'ai appelé mon amie Carmen le lendemain, pas pour lui parler du miroir, du moins pas directement. Je lui ai demandé, avec le plus de naturel possible, si elle savait quelque chose sur les miroirs anciens et si c'était vrai que les vieux verres produisaient parfois des distorsions dans le reflet. Carmen est designer d'intérieur et elle s'y connaît en ces choses. Les miroirs avec du verre ancien peuvent effectivement avoir des imperfections, dit-elle. Le mercure qu'ils utilisaient auparavant comme support se détériore avec le temps et crée des zones où la réflectivité n'est pas uniforme. Cela peut produire des effets visuels étranges. Comme un décalage dans le mouvement. Carmen fit une pause. Quel genre de décalage? Comme si le reflet mettait un peu plus de temps à faire le même mouvement. Un autre silence. Ce n'est pas une imperfection du verre, Isabelle, dit-elle. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je sais, dis-je. C'était juste une question théorique. Carmen ne répondit pas immédiatement. Veux-tu que j'aille voir ce miroir? Non, dis-je. Ce n'est de rien. Merci. J'ai raccroché et je suis resté assise dans le salon à regarder la porte fermée du studio. Cet après-midi-là, je suis entré dans le studio avec l'intention de continuer à travailler et d'ignorer le miroir avec la détermination de quelqu'un qui a décidé de ne pas nourrir une illusion. Je me suis assise au bureau, j'ai ouvert l'ordinateur portable et j'ai travaillé pendant presque 1 heure sans regarder le miroir une seule fois. C'est la concentration qui m'a fait baisser ma garde. Quand on travaille vraiment, absorbé par quelque chose, la conscience de l'environnement s'éteint. Tu passes 40 minutes à lire un document et tout à coup, tu lèves les yeux sans raison particulière et tu te retrouves à regarder quelque chose que tu ne t'attendais pas à voir. J'ai levé les yeux de l'écran et j'ai regardé le miroir. Dans le reflet, la chambre était la même. Le bureau, la lampe, la fenêtre avec les volets à moitié ouverts. Moi, assise devant l'ordinateur portable. Mais dans le reflet, la porte du bureau était ouverte. La vraie porte, celle qui était derrière moi, je l'avais fermée en entrant. Je m'en souvenais avec certitude, car je le fais toujours, par habitude. Je me suis tourné pour vérifier. La porte était fermée. Je me suis tourné vers le miroir. Dans le reflet, la porte restait ouverte. Et dans l'embrasure de cette porte réfléchie, il y avait une silhouette. Ce n'était pas une silhouette claire. C'était plutôt une densité dans l'obscurité du couloir reflété. Une zone où l'ombre avait plus de présence que le reste, avec une forme qui était vaguement celle de quelque chose de dressé. Je ne pouvais pas voir de détails. C'était juste une forme sombre sur un seuil qui, dans la réalité, était fermé. Je me suis tourné à nouveau vers la vraie porte. Fermé, le couloir de l'autre côté, silencieux. Quand j'ai de nouveau tourné les yeux vers le miroir, la silhouette n'était plus là. La porte reflétée restait ouverte, mais l'embrasure était vide. Je me suis levé de la chaise, j'ai pris le miroir par le cadre et je l'ai tourné pour qu'il fasse face au mur. J'ai dormi avec la lumière du couloir allumée cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai appelé Hortensia. J'ai mis un moment à obtenir son numéro, que j'avais enregistré dans le téléphone quand nous nous croisions et que je n'avais jamais utilisé au-delà de quelques messages occasionnels de l'immeuble. J'ai composé plusieurs fois avant qu'elle ne réponde. Je lui ai raconté ce que j'avais vu. Je l'ai fait avec le plus d'objectivité possible, le décrivant comme un phénomène technique que je voulais qu'elle m'explique. Hortensia a écouté en silence. Quand j'ai terminé, il y a eu une longue pause. « Isabelle » a dit finalement. « Il y a une raison pour laquelle je n'ai pas pris ce miroir. Tu m'as dit qu'il ne s'adaptait pas à la nouvelle place. Je t'ai menti, ou du moins je ne t'ai pas tout dit. La vérité, c'est que j'ai acheté ce miroir sans savoir ce que j'achetais. Et quand j'ai commencé à comprendre que quelque chose n'allait pas avec lui, je l'avais déjà chez moi. Je l'ai gardé parce que je ne savais pas quoi en faire, et parce que tant que je ne l'utilisais pas directement, tant que je le gardais couvert, il semblait inoffensif. Couvert? Je l'avais toujours avec un tissu dessus, a dit Hortensia, dans mon appartement. Ce que je ne t'ai pas dit quand je te l'ai proposé, c'est que le tissu aurait dû rester. Qu'est-ce que ce miroir, Hortensia? Une autre pause. Le vendeur de la foire m'a dit quelque chose quand je l'ai acheté, qui à ce moment-là m'a semblé juste un discours de vendeur.
que le miroir avait appartenu à une famille qui l'utilisait pour certaines pratiques, que le verre avait été préparé d'une manière particulière. Je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire jusqu'à ce que je commence à remarquer des choses. Quelles choses? Les mêmes que tu décris, dit-il. Le reflet qui ne se synchronise pas, les différences entre ce qu'il y a dans la pièce et ce que montre le verre. Et une fois, juste une fois, j'ai vu quelque chose en lui qui n'était pas moi. Que vois-tu? Hortensia mit du temps à répondre. J'ai vu ma mère, dit-elle. Ma mère est morte il y a 12 ans. Je l'ai vue dans le miroir, debout derrière moi, me regardant. Quand je me suis retourné, il n'y avait personne. Quand j'ai regardé à nouveau dans le miroir, elle était toujours là. Et elle me regardait avec une expression que ma mère n'a jamais eue de son vivant, qui ne lui correspondait pas. Le silence qui suivit fut long. « Couvre-le », dit finalement Hortensia. « Couvre-le et sors-le de l'appartement. Ne le donne pas, ne le vends pas, jette-le. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela avant de me le donner? Parce que j'espérais qu'il ne se passerait rien, dit-elle. Parce qu'avec toi, j'avais seulement vécu 4 ans dans le même bâtiment sans que rien ne se passe jamais. Je pensais que c'était peut-être quelque chose de personnel, quelque chose qui me concernait spécifiquement. Je me suis trompé. Je suis désolé, Isabelle. J'ai raccroché le téléphone et je suis allé directement au studio. Le miroir était tourné vers le mur, comme je l'avais laissé la nuit précédente. Je l'ai laissé ainsi. J'ai cherché un drap dans le placard du couloir, le plus épais que j'avais, et j'ai couvert le miroir avec, en m'assurant qu'aucune partie du verre n'était exposée. Puis je me suis assis dans le salon et j'ai passé un long moment sans rien faire, en train de traiter. Ce que Hortensia avait décrit, ce que j'avais vu, n'avait pas sa place dans la version de la réalité que j'avais construite en 28 ans de vie rationnelle et sceptique. Et pourtant, c'était là, concret et impossible à ignorer. Cette nuit-là, j'ai dormi dans le salon, sur le canapé, avec toutes les lumières allumées. Je n'ai pas bien dormi, mais j'ai dormi. Et il ne s'est rien passé. Le lendemain, j'ai demandé de l'aide au concierge pour descendre le miroir au sous-sol de l'immeuble, qui était l'endroit où l'on laissait les choses que les voisins allaient jeter. Le concierge s'appelait Don Armando et c'était un homme âgé qui ne posait pas de questions inutiles, une qualité que j'ai profondément appréciée à ce moment-là. Nous avons descendu le miroir couvert d'un drap. Don Armando l'a posé contre le mur du sous-sol sans dire un mot. « Don Armando », lui ai-je dit avant de remonter, « ce miroir va à la poubelle. S'il vient, que le camion de collecte de meubles encombrants l'emporte. »« Compris », dit-il. Je suis monté à l'appartement et j'ai fermé la porte. Pendant les jours suivants, j'attendais quelque chose. Je ne savais pas exactement quoi, une suite de ce qui avait commencé, un signe que sortir le miroir du studio n'avait pas été suffisant. Je fouillais les coins des chambres sans vraiment savoir ce que je cherchais. J'évitais de regarder les autres miroirs de l'appartement, celui de la salle de bain et le petit du hall, plus longtemps que nécessaire. Il ne se passa rien. Une semaine plus tard, le camion est venu et a emporté tout ce qu'il y avait dans le sous-sol. Don Armando me l'a confirmé quand je l'ai croisé dans l'ascenseur. J'ai bien dormi cette nuit-là pour la première fois depuis que le miroir était arrivé dans mon appartement. Mais c'est ici que l'histoire se complique. 3 semaines plus tard, Carmen est venue me rendre visite. Nous avons pris un café dans le salon, et à un moment donné, elle est allée aux toilettes. Elle a mis plus de temps que d'habitude. Quand elle est sortie, son expression était différente. « Isabelle, a-t-elle dit, depuis combien de temps ce miroir est-il dans ta salle de bain ?»« Il a toujours été là, ai-je dit. Je l'ai acheté quand j'ai emménagé. »« L'as-tu vérifié récemment ?»« Vérifié comment ?» Carmen m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Va te regarder dedans, a-t-elle dit. » Je suis allé aux toilettes. Je me suis tenu devant le petit miroir au-dessus du lavabo. Je me suis regardé. Mon reflet me renvoyait le regard. « Que dois-je voir ?» ai-je crié à Carmen depuis les toilettes. « Reste immobile un moment, a-t-elle dit depuis le salon. Je suis resté immobile. Je me suis regardé. Le reflet, immobile aussi. Tout était normal. Puis, sans que je le fasse, mon reflet a souri. Juste un instant. Une courbure très brève des lèvres qui ne correspondait à aucun mouvement que j'avais fait. Si rapide que si Carmen ne m'avait pas préparé à être attentive, si je n'avais pas regardé avec cette concentration spécifique, je ne l'aurais pas vu. Je suis sorti de la salle de bain. « Tu l'as vu ?» demanda Carmen. « Oui, dis-je. » Carmen avait le téléphone à la main. « J'ai une amie qui s'y connaît en ces choses, dit-elle. Je l'appelle maintenant. » L'amie de Carmen s'appelait Lucia. Elle est venue cet après-midi-là,
Une femme d'une cinquantaine d'années, discrète, avec une façon de se déplacer dans l'appartement qui me rappelait celle de quelqu'un qui lit quelque chose que les autres ne peuvent pas voir. Elle est entrée dans la salle de bain, est restée devant le miroir un moment, et est sortie sans rien dire encore. Elle est allée dans chaque pièce. Au bureau, où le grand miroir n'était plus là mais où Lucia s'est arrêtée un moment à l'endroit où il avait été appuyé contre le mur. À la cuisine, au hall d'entrée. Enfin, elle s'est assise dans le salon avec Carmen et moi. Le grand miroir que tu as enlevé, dit-elle, était là depuis assez de temps pour laisser quelque chose. Pas l'objet en lui-même, mais ce que l'objet avait accumulé. Cela ne part pas toujours avec l'objet. Que veux-tu dire par ça reste, demandai-je. Que le miroir de la salle de bain a commencé à absorber quelque chose qui ne lui appartenait pas, dit Lucia. Les miroirs sont perméables d'une manière qu'on ne comprend pas bien. Le vieux miroir que tu avais ici avait des décennies d'accumulation. Une partie de cela a migré. Et qu'est-ce qu'il y a dans le miroir de la salle de bain maintenant? Lucia me regarda droit dans les yeux. Quelque chose qui a appris à imiter, dit-elle. Ce n'est pas la même entité qui était dans le grand miroir. S'il y avait quelque chose avec cette définition dans le grand miroir, c'est plus comme un écho, une copie imparfaite qui a appris un comportement. Quel comportement? Te regarder, dit-elle. T'étudier. Les miroirs qui fonctionnent ainsi apprennent d'abord à observer puis à reproduire. Ce que tu as vu, ce sourire, était une reproduction, quelque chose qu'il a vu en toi et qu'il a répété au mauvais moment. Je suis resté silencieux à traiter cela. Comment cela se résout-il? Lucia et Carmen échangèrent un regard. Il faut jeter le miroir de la salle de bain, dit Lucia. Et il faut faire un nettoyage de l'appartement, surtout du bureau. Ce n'est pas compliqué, mais il faut le faire avec intention, avec la conscience claire de ce que l'on fait et pourquoi. Nous l'avons fait cet après-midi. Lucia a été celle qui a apporté les plantes dont nous avions besoin, l'encens, l'eau salée. Je l'ai suivie dans chaque pièce de l'appartement, faisant attention à ses instructions, faisant ce qu'elle me demandait. Le miroir de la salle de bain a fini dans le conteneur de la rue avant qu'il ne fasse sombre. Quand Lucia et Carmen sont partis, l'appartement se sentait différent. Pas de manière dramatique, il n'y a pas eu de transformation évidente. C'était plus subtil que ça. C'était la différence entre l'air d'une pièce qui a été fermée longtemps et l'air de la même pièce quand on ouvre les fenêtres. La même pièce, mais le poids de l'ambiance, allégé. J'ai acheté un nouveau miroir pour la salle de bain. Un petit, moderne, en verre sans histoire. Je l'ai installé moi-même et je l'ai regardé pendant une longue minute avant de décider que ce n'était qu'un miroir. C'était il y a 2 ans. Je n'ai pas revu quoi que ce soit dans aucun reflet qui ne soit exactement ce qu'il devait être. Je n'ai plus ressenti cette sensation de décalage, cette fraction de seconde de plus avant que le reflet ne réponde. Ce qui a changé, et c'est ce que je ne sais pas vraiment expliquer, c'est ma relation avec les miroirs. Je n'en ai pas peur, exactement. Mais je ne les traite plus avec l'indifférence automatique que j'avais auparavant. Je les regarde avec une attention qui n'existait pas en moi jusqu'à cette année-là. Je les regarde et parfois je me demande ce qu'un miroir fait exactement quand personne ne le regarde. Je n'ai toujours pas de réponse à cela. Et je pense que je préfère ne pas la trouver. Fin du témoignage d'Isabelle. Elle m'a autorisé à partager son histoire dans l'espoir que si quelqu'un d'autre a remarqué quelque chose d'étrange dans un ancien miroir, il sache qu'il n'imagine pas des choses. Si jamais quelque chose de similaire t'est arrivé, ou si tu as un objet chez toi avec une histoire que tu ne comprends pas tout à fait, raconte-le-moi dans les commentaires. Cela m'intéresse de le lire. Et si cette histoire t'a accompagné ce soir, abonne-toi, il y en a beaucoup d'autres qui t'attendent. Repose-toi bien, à bientôt.